Alors, je me présente déjà. Bienvenue à tous sur cette dernière table ronde. Donc aujourd'hui, sur cette table ronde, on va parler effectivement investissement. Investissement en crypto, investissement equity ou investissement plus classique. Pour parler de ce vaste sujet, on a la chance normalement d'avoir deux côtés, le côté investisseur en fonds et investisseur institutionnel avec la BPI. Ils ne sont pas encore tout à fait arrivés. Et donc pour l'instant, autour de nous, on a vraiment là les entrepreneurs de la crypto, certains qui ont déjà réalisé les fameuses ICO, qui sont en cours, qui sont en train de le faire. D'autres, voilà Marjorie qui arrive, je la vois. Et d'autres qui ont réalisé des levées plus classiques. Donc on va pouvoir en parler autour de la table. L'idée, on en a déjà parlé, mais c'est qu'on ait un échange tous ensemble. Bonjour Marjorie. Qu'on ait un échange tous ensemble. Je vous invite peut-être à prendre des micros, ce sera plus simple tout de suite. Voilà, alors, donc moi effectivement je suis Marion Pérez-Brio, je fais partie du cabinet Elco, qui est un cabinet d'avocats qui accompagne les entrepreneurs au sein de les entrepreneurs crypto. Et comme je vous le disais, donc pour parler du sujet de l'investissement en crypto et de l'investissement classique en equity, on a la chance d'avoir un panel d'investisseurs et de start-up, d'entrepreneurs. Alors je vous laisse peut-être vous présenter en commençant par Marjorie et puis on fera un petit tour de table. Ça marche. Bonjour à tous, désolée pour le retard. Je me présente, je m'appelle Marjorie, je suis partenaire chez Brega, qui est un fonds d'investissement européen. Donc on est en France, au UK, en Espagne et récemment à Cape Town aussi. Nous avons à peu près 600 millions sous gestion. Moi, je bosse sur le fonds de venture. Donc, on a deux fonds, un fonds seed, un fonds venture. Donc, on fait des tours de 0 à 25 millions. On est spécialisé sur le fonds de venture en fintech, insurtech et Web3. Voilà. Et avant ça, j'étais entrepreneur pendant une grosse dizaine d'années. Okay, donc, André Legendre, je suis le dirigeant de Kalima Blockchain. Donc nous, on est en cours d'ICO. Et bon, c'est pas forcément un investissement, c'est de la vente de tokens. Voilà. Mais d'un autre côté, puisqu'on a un utilité token, donc on n'est pas en sécurité. Et donc d'un autre côté, on a des prises de participation en equity dans notre entreprise. Donc on a les deux qui sont en route. Voilà. Bonjour à tous, Pierre-Yves. Donc je suis le CEO et le fondateur de Legity. Qui est une plateforme crypto-patrimoniale avec pour mission de finalement ramener un petit peu cette nouvelle classe d'actifs qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années dans un contexte patrimonial global et non pas de considérer cette classe d'actifs comme une classe d'actifs ségrégée à côté du patrimoine. Et à côté de ça, je suis on va dire impliqué dans l'écosystème blockchain et crypto depuis 2017. Donc voilà. Bonjour à tous, je suis Arthur, cofondateur de Corp. Donc chez Corp, on tokenise des actifs d'entreprise depuis 2016 avec un token qui est pour l'instant Web 2 et on est en train de le transitionner sur le Web 3 et on est en train de mener une levée de fonds en equity classique et on est en train d'opérer en même temps une pré-vente sur une ICO. Donc on est en train de mixer levée de fonds classique, levée de fonds token pour opérer une transition Web 2 et Web 3. Bonjour à tous, Yvan de Lastour. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est blockchain et crypto chez BPI France. Aujourd'hui BPI France a financé plus de 150 startups en France dans les secteurs blockchain et crypto. On est au capital de 5 startups. On est également présent dans 3 fonds d'investissement spécialisés en crypto-monnaie. Et sur un investissement comme Ariani par exemple, on a une option d'achat sur les tokens. Donc on a déjà une forte sensibilité à la différence entre equity et token. Parfait. Alors effectivement, pour ceux qui ont pu suivre toutes les tables rondes, et notamment celle sur les paiements, le principal sujet, c'est l'interopérabilité, la complémentarité entre le monde de la crypto et la finance qu'on peut dire classique, la CeFi. Et de savoir comment est-ce que ces deux mondes et les acteurs de ces deux mondes peuvent travailler ensemble et coopérer
pour permettre justement à des entreprises et des startups de développer leur activité. Donc peut-être dans un premier temps, avant d'aborder vraiment et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, reprendre un petit point de vocabulaire ou de lexique sur la différence entre ce qu'on appelle les utility tokens et les security tokens, puisque là on va parler d'ICO, Initial Coin Offering, qui regroupe principalement donc des utility tokens. Donc peut-être Pierre-Yves, Arthur, si vous voulez nous faire un petit débrief sur la différence utility token, security token. Oui, pour schématiser, grosso modo, un utility token est un actif numérique qui a pour vocation d'avoir une utilité dans un écosystème défini, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être utilisé à la base pour utiliser un service, accéder à un outil technologique ou peu importe. Et de l'autre côté, finalement, les security tokens vont être un actif financier tels que des actions d'une société ou de la dette, des obligations. Et pour ces actifs-là, conservent finalement le droit attaché à un actif financier, par exemple comme les actions, c'est-à-dire le droit aux dividendes de la société ou au droit de vote au sein d'une société, ce qui n'est pas le cas d'un utility token. Tout à fait. On peut prendre un petit exemple. Nous, l'Eurocorp, c'est un utility token. Quand il est sur notre plateforme, il est utilisé pour faire des transactions, donc il est utile, à la différence d'un security token, qui, un exemple concret, on prend 10% des parts d'une boîte, donc on tokenise. Comme ça. Ok, parfait. Je vous remercie. Donc, on va peut-être maintenant rentrer un peu dans le vif du sujet et ces fameuses ventes de tokens ou ICO. Effectivement, on y reviendra, qui ont été appelés vraiment comme on parle des ICO comme d'une levée de fonds en crypto. C'est pas tout à fait le cas. On peut pas vraiment parler d'une réelle levée de fonds, et c'est d'ailleurs tout le sujet de cette table ronde, de voir la différence et de cette complémentarité entre une ICO et une levée de fonds dite classique. Donc voilà, l'ICO, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement une vente en fait de tokens par une société. Et concrètement, eh bien, comment ça se passe ? Donc là, on a la chance d'avoir André, ta société est en train de réaliser une ICO. Donc peut-être les acteurs qui ont réalisé ces ICO-là, concrètement, comment ça se passe une ICO ? Alors dans notre cas, c'est l'ICO à plusieurs étapes. Actuellement, on est dans la vente privée, donc qui va durer jusqu'à fin août. Donc on a eu des premières réserves qui ont été faites au démarrage. Là, on est rendu à un peu plus de 800 000 euros de réservés, d'actés. Et donc, par la suite, en deuxième, on a une levée, des ventes publiques. Alors effectivement, la limite quand on a une utilité token, c'est qu'on doit respecter ce qu'on appelle le OE test, qui est un test qui permet de déterminer si on a une sécurité ou pas. Et donc, si on doit respecter la réglementation liée aux sécurités, qui est la réglementation bancaire, en fait. Et donc, le OE test, en gros, la personne qui achète ne fait pas un vrai investissement. Hein. Elle achète le token qui va pouvoir lui servir à payer des transactions, par exemple, dans notre cas. Mais il n'y a pas de promesse de retour d'investissement. Et en tous les cas, l'acheteur ne va pas bénéficier du travail d'autres. C'est un peu l'élément clé de la définition. Donc on ne peut pas appeler ça vraiment une levée de fonds. Hein. On fait une vente, d'ailleurs on fait des factures. Ça peut paraître ce qui est différent. Et donc dans les comptes, ça ne compte pas en fonds propres. Donc un élément, c'est par exemple la BPI ne va pas abonder dans la partie ICO comme elle va pouvoir abonder sur les fonds propres. Et donc si vous n'avez pas, dans de nombreux cas, le fait de ne pas avoir de fonds propres suffisants, même si vous avez de l'argent, peut vous jouer des tours. Par exemple, lorsque vous voulez obtenir une subvention de l'Europe qui vont la lier
à vos montants de fonds propres, par exemple, etc. Et dans les analyses financières sur votre entreprise, où on va analyser le montant de vos fonds propres. Donc les deux, en fait, sont complémentaires. Un côté, c'est une vente, c'est des factures, et l'autre, c'est effectivement un investissement qui va apparaître en fonds propres, sur lequel la BPI va pouvoir abonder, et sur lesquels les analystes financiers vont déterminer la capacité de survie de l'entreprise. Tout à fait. Alors, justement, pourquoi est-ce qu'on réalise une ICO si ce n'est pas réellement une levée de fonds ? Quel est l'intérêt pour une start-up de réaliser une ICO ? Arthur ? Quand on fait une levée de fonds, c'est très technique, il y a beaucoup de papiers, beaucoup de juridique. Une ICO, c'est plus simple, donc ça permet d'onboarder des gens dans un projet plus facilement. Et comme vous l'avez dit très justement, c'est très complémentaire à la levée de fonds. La levée de fonds, ça fait des capitaux, ça finance l'innovation, la R&D. La vente de tokens, ça crée du chiffre d'affaires pour la société. Ça, c'est quelque chose qui est assez appréciable quand on lève des fonds et qu'on arrive à générer du chiffre d'affaires. C'est un autre moyen de se financer. C'est vraiment du financement qui est d'une nature nouvelle, selon moi. On peut toujours le comparer à d'autres choses, mais c'est vraiment différent et c'est ça qui est intéressant. Tu as fait de la trésorerie. Effectivement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir votre retour d'expérience. Est-ce que vous avez déjà tous réalisé des levées de fonds, peut-être sur vos sociétés là ou sur vos sociétés anciennes, et quelle est justement au-delà de la technicité en elle-même de la levée, quel est votre retour d'expérience sur les ICO que vous avez réalisés ou que vous êtes en train de réaliser, VS une levée de fonds plus classique? Allez-y. Le schéma est pas du tout le même, même si la finalité reste quand même une croissance du capital pour accélérer une société en termes d'investissement, en termes de croissance ou autre. Sur une levée de fonds traditionnelle en termes d'equity, on va plus être finalement sur des métriques concrètes, le nombre d'utilisateurs, le cash flow de la société, et donc finalement les investisseurs vont plus regarder ces métriques-là. Tandis que là, si on peut appeler ça une levée de fonds via la vente d'un utility token, là où ça devient très intéressant et très complémentaire par rapport à une levée de fonds en equity, c'est que finalement on va combiner aussi bien du marketing que finalement une croissance du capital assez rapide, parce que dans le cadre, finalement, dans le processus d'une ICO, il y a un côté marketing qui est extrêmement très important, notamment la public sale. Et finalement, dans le schéma d'une levée de fonds via la vente d'un utility token, on a, comme André l'a dit, donc différentes phases, souvent des phases seed ou private sale, avec un discount finalement sur le prix de l'actif numérique, qui va permettre, avant même l'émission de l'actif numérique, de financer après du marketing et d'organiser cette public sale. Et avec ce financement, la public sale va permettre du coup de donner de la visibilité au projet et de partager finalement la vision et la mission du projet et d'onboarder ses premiers utilisateurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que vraiment on va permettre aux premiers utilisateurs de participer finalement pleinement à une aventure et en tout cas à une vision que les fondateurs de la société ont. Et je pense que l'essor qu'on a pu avoir des ICO, donc surtout en 2017, 2016, 2017, 2018, vient du fait que pour la première fois, finalement, n'importe qui à travers le monde, avec $10, pouvait participer à une aventure technologique derrière son ordinateur. C'était ouvert vraiment à tout le monde. Alors, bien évidemment, après, il y a des dérives, parce que pour toutes les règles, notamment de lutte contre le blanchiment d'argent et autres, donc il faut implémenter certaines vérifications. Mais n'empêche, aujourd'hui, ça permet vraiment aux premiers utilisateurs, finalement, à participer à cette aventure. Et en tant que premier utilisateur, si la société, finalement, se développe, il y a une vraie corrélation, si les tokenomics sont bien construits, entre la croissance de la société et finalement la valeur de ce token-là. Et effectivement, moi je trouve que ça permet en fait de marketer intelligemment un usage futur. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'on va marketer un usage futur et en plus, les utilisateurs vont acheter le token. Donc ils achètent du token, ça fait du chiffre d'affaires, ils se projettent dans l'utilisation. Et ce qui est génial dans la SEO et qui est, je pense, qui est assez central, c'est que c'est un coût d'acquisition d'usagers, de clients qui est hyper faible. Les gens vont acheter le token, ils sont dans le service, ils l'utilisent et ça permet d'acquérir des clients sur un nouvel usage
à des coûts moindres que dans le Web 2 ou que via du market classique. Et finalement, c'est un peu, on peut voir ça comme une évolution du crowdfunding classique à la Kickstarter, parce que sur Kickstarter, vous allez acheter un produit qui n'est pas encore produit, enfin n'importe quoi, mais vous allez donner du coup le cash à la société qui va après lui permettre de passer en production et vous allez être livré peut-être 6 mois, 1 an après. Et donc l'approche est un peu la même, avec, grâce à la technologie blockchain, quelques subtilités supplémentaires qui permettent encore plus d'engager finalement ces utilisateurs dans la construction du produit ou dans l'avenir de la société. Ça crée des utilisateurs et des fans, une base d'utilisateurs qui achètent du token et qui sont très engagés avec l'usage du service, beaucoup plus que, comme tu l'as dit, une levée de fonds. Ils regardent le passé, les bilans, ils financent les fondamentaux. Et là, on peut financer vraiment des usages un peu plus innovants, en embarquant les communautés. Parfait. Alors, parfaite transition. Merci Arthur. Là, on va peut-être se pencher du point de vue justement des investisseurs et des institutionnels. Alors déjà, quel est le point de vue je me penche d'abord vers Yvan, des institutionnels sur l'ICO en elle-même. Avant de parler déjà du financement en tant que tel, mais comment est-ce que, par exemple, la BPI voit une ICO concrètement ? C'est très simple pour nous, parce qu'aujourd'hui, il y a tous les textes. En fait, il y a un cadre légal, il y a un cadre comptable et il y a un cadre fiscal. Donc, et d'ailleurs, qui sont plutôt clairs et explicites. Donc, il y a eu un gros travail de l'administration. Et donc, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et c'est plutôt positif qu'on ait en France un cadre complet. Alors après, il peut y avoir des zones grises parce que la crypto évolue très vite. Les governance tokens, aujourd'hui, ne sont pas complètement définis. On peut justifier que c'est un utility token, mais ce n'est pas une garantie juridique en tant que telle. Donc, il y a des subtilités. Alors, peut-être juste, excuse-moi, je te coupe, mais rappeler justement l'intérêt, quand on parle de governance token et la qualification de l'utility token. Donc, l'utility token a été très bien décrit. Ça donne un droit d'accès à un produit. Le governance token, donc, dans la techno blockchain, on a ajouté une fonction de droit de vote dans le token. Donc, dans le smart contract, vous ajoutez une fonction qui vous permet de voter et d'abonder dans une décision, et ça peut permettre à des protocoles d'évoluer. Voilà, un protocole de prêt comme AAV va demander si on va intégrer, par exemple, tel nouvel actif. Et donc, la communauté qui a des tokens peut voter. Le seul truc, c'est qu'à partir du moment où il y a du vote, ça fait penser security. Et du coup, il y a des débats pour savoir où est-ce que ça tombe. Si vous rajoutez en plus un peu de staking, donc du revenu généré par ce token, donc là aussi, c'est très technique à la base. Une fonction de staking, c'est un smart contract qui dit si vous gardez un token pendant X temps, je vous donne X token en plus. Ça n'a pas été pensé comme une action. Seulement, le droit doit bien interpréter ça, et il a plutôt tendance à l'interpréter comme potentiellement un security. Ou pas, donc c'est pour ça qu'il faut des bons avocats, puisque en plus, dans le calendrier juridique, il y a le règlement européen, donc MiCA, Market in Crypto Assets, qui va arriver, donc qui doit être voté là, sous présidence française, normalement, et qui va s'appliquer en 2025. Finalement, c'est peut-être pas le moment de refaire tout un circuit juridique, alors que MiCA est un règlement donc supranational. C'est-à-dire que tous les pays vont devoir appliquer le même règlement. En revanche, ce seront les autorités de réglementation entre guillemets locales qui l'appliqueront. Donc ça fait encore beaucoup de questions juridiques. Ceci dit, on a quand même un cadre et on peut travailler, quoi. Donc on peut envisager d'avoir des institutionnels qui se positionneraient au moment des ICO directement sur ces phases de préfinancement ? Alors, il y a plusieurs points. Le point qui est très vrai, c'est que c'est constaté comme du chiffre d'affaires. Donc on a un ensemble de nos produits de financement qui ne sont pas éligibles parce qu'ils n'ont pas été pensés pour. Après, oui, c'est l'exemple de l'option d'achat d'Ariani. C'est un bon exemple de dire, bon, il y a de la valeur qui peut s'accumuler dans le token, on est investisseur, on ne va pas non plus la laisser filer, quoi.
ce serait quand même un peu... on ne serait pas dans notre rôle d'investisseur. En revanche, ça peut poser des complexités juridiques. On est une banque, on est régulé ACPR, on est une société de gestion, on est régulé AMF, et en plus, on est régulé BCE. Donc ça pose beaucoup de questions. Maintenant, si on fait un benchmark aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas posé ces questions. Il y a 1200 fonds spécialisés crypto dans le monde, pure crypto, hein, des gens qui ne font que de la crypto, en equity et en token. Il y a à peu près 40% il y a 50 milliards, c'est Grayscale, donc c'est de l'asset management. Peut-être 10 milliards de plus en asset management. Le reste, c'est splitté 50-50 entre VC et asset manager. Donc en plus, il y a une porosité qui est en train de se créer entre les hedge funds et les VC. Et donc il y a une vraie compétence à avoir aujourd'hui pour savoir traiter ce type d'actifs et pour comprendre que même en tant que VC, même si on investit sur le projet long terme, il y a un événement de liquidité qui va arriver très très vite. Et donc en tant que VC, faut avoir une position finalement de trader, puisqu'il faut savoir si on va shorter la supply, si on va augmenter sa supply, si on veut des droits de gouvernance. Et donc ça, c'est un nouvel univers pour les investisseurs qui est en train de s'ouvrir. Et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a des fonds spécialisés là-dessus et qui sont très actifs. Et donc BPI France encourage tous les fonds, et on se l'applique à nous-mêmes, de regarder plus attentivement ce nouveau mode de fonctionnement et cette évolution du métier de VC. Merci. Je me retourne vers Marjorie justement pour parler des fonds. Alors la question qui se pose, c'est déjà, est-ce que les fonds, pourquoi les fonds veulent investir dans des sociétés crypto ? Comment ils le font et quelle est en fait la stratégie d'investissement des fonds qui souhaitent investir dans ces sociétés-là. Et est-ce qu'il est, alors ça fait beaucoup de questions, mais est-ce qu'il est envisageable de voir des fonds investir directement en crypto ? Alors oui, ça fait pas mal de questions. J'essaie de les prendre dans l'ordre. Donc nous, pour donner un peu de contexte, on est plutôt un fonds traditionnel, Web2 historiquement. Ça ne nous empêche pas d'investir dans des projets crypto Web3 au sens large, blockchain, NFT, tout ça. Mais pour l'instant, jusqu'à présent, on le fait en equity. Tu mentionnais tout à l'heure, Yvan, les problématiques plutôt juridiques. Il y a aussi pas mal de sujets côté nous LPs. Donc les LPs, pour ceux qui ne sachent pas, c'est les investisseurs, c'est nos investisseurs. Nous, typiquement, on a levé auprès d'institutionnels, donc pas mal banques, assurances, et ils sont assez traditionnels dans leur approche. Donc déjà, on a dû en fait pas mal évangéliser le sujet, les éduquer pour pouvoir ouvrir à ces nouvelles technologies, mais sur un format classique d'equity. Donc c'est-à-dire juste le fait de pouvoir investir dans des sociétés Web3. Voilà. Et on n'a pas encore fait évoluer le format. Donc oui, bien évidemment, il existe des fonds, comme tu le mentionnais, qui font que ça et qui sont crypto-natifs. Depuis le début, c'est des fonds purement crypto, ils investissent dans des tokens. Nous, c'est pas le cas. J'espère qu'on y viendra. Après, là, il y a pas mal d'exemples parmi les entrepreneurs de modèles hybrides, donc avec equity et token. Donc je pense qu'on passe pas forcément à côté de la valeur et de l'investissement. C'est juste que voilà, on fait peut-être plus sur le côté equity. Et après, ce qu'on regarde sur la question des critères, c'est sûr que c'est pas la même chose. Prendre des participations au capital, avoir une place au board, participer à la gouvernance, attendre un ROI versus étudier les tokenomics dans le cadre d'une ICO, c'est pas la même chose. Là, on va regarder plutôt l'allocation et la distribution, on va regarder la supply, donc total supply, max supply, celle en circulation, on va regarder le market cap, donc fully diluted, on va regarder l'utility, donc qu'est-ce qui est proposé en termes d'usage, associé à ce token. On va regarder aussi le token modèle. Est-ce qu'il est déflationniste? Est-ce qu'il est inflationniste? Bon, ça, c'est pas du tout ce qu'on regarde dans une levée en equity. On va être plutôt sur des économies classiques, le chiffre d'affaires,
l'EBITDA potentiellement si la société est rentable, le LTV sur CAC, le marché évidemment. Bon, après, je pense que ce qui est commun quand même au financement d'une entreprise, quel que soit le moyen, c'est l'équipe. Hein, c'est miser quand même sur une équipe, miser sur des porteurs de projets, miser sur une ambition, miser sur une disruption, une innovation. Voilà. Et après, je pense que quand il y a l'envie, la volonté, après le format, quelque part, peu importe le format, en fait. Voilà. Bon, après, ça dépend évidemment de la régulation. Nous concernant, malheureusement, on ne peut pas, comme je disais, encore aller sur le token, mais je pense que le plus important, c'est ça. Ça va être l'équipe, le projet, le marché. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, je ne suis pas sûre. C'est parfait. Non, c'est parfait. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Oui, Arthur, tu voulais... Peut-être juste pour compléter, quand il y a eu la grande mode des ICO en 2016, on a vu quand même pas mal de boîtes qui levaient pas en equity et qui se mettaient à lancer des tokens. Et ça, du coup, il y a eu beaucoup de scams, il y a eu 80% des ICO, ça a été compliqué. Et là, on voit que le marché s'est structuré et on ne peut plus aujourd'hui lancer un token si on n'a pas, comme tu disais, un modèle qui tourne, qui arrive à sa renta. Ça vient financer des nouveaux usages, mais ça ne peut pas remplacer à aucun moment des VC et des capitaux classiques. Ouais, et d'ailleurs, là, le titre de notre table ronde, c'est ICO, mais ça a quand même pas mal évolué. Hein. C'est un peu l'ancêtre maintenant de... Voilà, on va dire que l'ICO, c'était jusqu'en 2018. Après, il y a eu IEO, donc Initial Exchange Offering. Ensuite, il y a eu IDO, Initial Dex Offering. Et maintenant, on parle donc, nouvellement de ILO, donc Initial Lock Offering. Ouais. Donc il y a quand même vachement... Ça a vraiment évolué, comme tu dis Arthur, pour éviter tout ce qui est escroquerie, donc les scams, pour pas forcément devoir partner avec un crypto exchange comme c'était le cas dans le IEO, devoir mettre une période de lock parce qu'en fait il y avait tout ce qui était dans le IDO, tout ce qui était VC et team profiter je vais y arriver, vendaient tout de suite leurs tokens et du coup en fait les retail investors, les petits, malheureusement bénéficiaient pas des fruits et même en fait la société n'avait pas le temps de développer le produit, donc il y a fait une période de lock-up et qui est d'ailleurs rémunérée par rapport à ce que tu disais Yvan. Voilà, et là récemment un projet qui a fait ça, c'est une marketplace qui s'appelle Tangible, qui a récemment fait un ILO. Voilà, et donc en fait c'est un token en fait, qui est une NFT qui s'appelle 3,3 plus NFT qui a une période de lock-up et en fait on peut choisir quand on souscrit sa période de lock-up et en fonction on est récompensé parce que c'est vraiment le système de la blockchain, la crypto, c'est toujours la récompense pour une action. Donc je trouve que ça, on retrouve pas mal ça dans les systèmes, quoi. Parfait. Effectivement. Après, c'est intéressant aussi de parler de ces systèmes de lock-up sur des tokens. On peut faire quand même le parallèle aussi avec justement des investissements assez classiques où on a des périodes aussi, alors pas forcément de lock-up, mais en fonction des fonds, on peut avoir une inaliénabilité qui peut être demandée. On peut avoir des périodes de vesting aussi en fonction des outils. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'en fait on a un certain cercle et bien qu'on soit sur deux outils qui soient différents et deux approches qui soient différentes, on retrouve quand même au moment des levées / ventes de tokens les mêmes concepts. Et donc les intérêts en fait restent les mêmes. Les problématiques restent les mêmes de manière quand même assez large. Hein. Effectivement, je vois, André, vous voulez peut-être intervenir là-dessus? On trouve quand même une grande différence. Enfin, moi, du côté lever, ce qu'on trouve, c'est que l'avantage de l'ICO, c'est qu'on voit nos interlocuteurs beaucoup plus regarder le futur de l'entreprise. J'ai des entreprises depuis de nombreuses années. Et ce qui me désespérait un peu en France, c'est qu'on voyait des investisseurs qui
qui regardaient dans le rétroviseur pour deviner où ils allaient. En général, si vous conduisez votre voiture en regardant dans le rétroviseur, vous risquez de louper le premier virage. Là, on voit quand même avec les ICO, les investisseurs se projeter plus dans l'avenir. Alors même pour l'equity des sociétés blockchain. Et on voit il y a un changement de culture actuellement. On voit plus les investisseurs regarder le futur de l'entreprise et un peu moins analyser ce qui s'est passé il y a 3 ans dans l'entreprise, ce qui n'est pas toujours vraiment significatif. Oui, alors, caveat. Non, parce que pour reprendre l'exemple de la voiture, vous voyez, si on rencontre un entrepreneur qui arrive avec une bagnole, ça fait 10 fois qu'il se plante et qu'il se prend un mur, ou que sa bagnole est toute cabossée, bon, le passé quand même en dit un petit peu sur les capacités de conduite. Un petit peu, voilà. Donc évidemment, on regarde le futur et c'est ce qui est important, la vision et la capacité d'exécution. Mais quelque part, quand même, les quelques métriques passées, en tout cas pour ceux qui en ont, hein, parce que parfois c'est du précis, du site, il n'y a pas de métriques, donc il n'y a pas de sujet. Là, c'est complètement un investissement sur le futur, en tout cas sur l'équipe. Mais pour ceux qui en ont, ça permet de voir quand même, face à une difficulté, face à une plantade, comment l'équipe a réagi, qu'est-ce qu'elle a fait, sa capacité d'exécution. Donc ça donne des signaux, je trouve, sur la capacité des porteurs de projets à mener à bien leur entreprise, quoi. Ouais, parfait. Ouais, peut-être pour... ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de stabilité sur le financement en token. C'est expérimental et ça le restera. La bonne nouvelle, c'est que c'est une opportunité pour les entrepreneurs. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, c'est certain qu'il y a une créativité de ce côté-là. De temps en temps, on va un peu trop loin. C'est le cas de la crypto. Il y a des stablecoins qui se collatéralisent sur eux-mêmes. Bon, ça ne marche pas. Et on le savait. Mais c'est bien, on a essayé. Et je pense qu'il faut vraiment le voir, en tout cas pour les entrepreneurs, comme quelque chose d'alternatif. Après, c'est vrai que l'equity reprend ses droits par exemple, sur une opération de M&A. Il y a eu 2 token merge. Là, il y a encore Gnosis XDAI, mais on ne comprend pas vraiment où va la valeur. Et donc, je pense que pour certains types d'opérations, finalement, il faut rester en mode avocat, contrat, et ça fonctionne très bien, et tout le monde est très content. Et sur des aspects où on veut peut-être plus de créativité, là, se donner la possibilité de lever un token, de faire les choses différemment. Alors juste, je mets un petit point. Même sur des aspects créatifs, on peut avoir des avocats aussi et des contrats. Hein. Il faut toujours des avocats. On n'est pas toujours. que là pour faire du M&A et des contrats. Justement, le but, c'est d'accompagner aussi, d'accompagner dans la créativité et d'accompagner les entrepreneurs là-dedans. Je pense que c'est pas mal lié à la nature du projet. C'est-à-dire que si le projet il est que Web3, que token, on veut faire une ICO, lever des millions et c'est super. Je prends encore nous comme exemple. Nous, on est Web2, Web3, on a des boîtes classiques. On ne peut pas faire que du token. Nous, on a la caisse d'épargne et notre capital. Si on leur dit on va être full token, ils vont faire un petit peu la tête. Donc, là, il y a 5-6 ans, on leur parlait de ça, ils étaient plutôt fermés. Et maintenant, ils sont à l'écoute, mais dans un modèle complémentaire. C'est-à-dire qu'on garde la rentabilité, on garde le modèle, on le fait tourner sans le token et on rajoute le token pour accélérer et innover un peu plus, un peu plus vite. Et en fait, il faut avoir en tête, ça reste un modèle complémentaire, les 2 modes de financement. Et ce n'est pas finalement un débat de le financement VC contre le financement crypto. Et je pense que finalement, la combinaison des 2 a pour vocation quand même de créer in fine beaucoup plus de valeur que finalement si on prend que l'un ou que l'autre d'un côté. Et dans ce que tu disais, Marjorie, côté investisseur, je pense qu'il est aussi important de mettre en avant que finalement la dynamique de fluctuation du prix, que ce soit un utility token ou une equity, n'est pas du tout la même. L'equity, c'est assez traditionnel sur des metrics, et finalement, l'évolution du prix d'une action d'une société non cotée va être souvent à partir d'événements très spécifiques, une nouvelle levée de fonds ou une opération d'M&A ou autre, tandis que les caractéristiques, la dynamique de fluctuation d'un prix d'un utility token va être différente. Il va y avoir d'une part la spéculation, parce qu'il y a la spéculation dans cet écosystème-là. D'autre part, finalement, l'adoption de l'outil ou du service qui est proposé, parce que si les tokenomics sont bien construits, plus il y a d'utilisateurs, plus cette croissance d'utilisateurs doit se répercuter finalement dans le prix du token. Et aujourd'hui, il est vrai que ça reste quand même très jeune, donc parfois les tokenomics sont mal construits, et pour même des projets
qui ont finalement une adoption massive, on ne voit pas l'impact finalement sur le prix du token. Mais ça, je pense qu'avec les années, déjà, on a vu le marché prendre de la maturité par rapport à 2018, par rapport à aujourd'hui. Même les investisseurs pure crypto n'investiraient plus dans les projets dans lesquels ils ont investi en 2018 et investissent vraiment dans des projets avec d'autres critères. Donc voilà, pour moi, l'avenir, ça va plutôt être finalement une combinaison des deux qui vont permettre d'accélérer beaucoup plus rapidement une société. Mais encore une fois, si l'équipe n'est pas bonne, on a beau se financer en utility token, en equity, ça ira dans le mur. Ça ne change pas ce système-là forcément. Ouais, et par rapport à ce que tu dis, attends, j'ai perdu ce que je voulais dire, pardon. La dynamique de prix peut-être. Complémentarité. La spéculation. Sur la dynamique de prix, c'était ça, non? Moi, je voulais juste apporter, il y a effectivement... Ça va me revenir. Plus le projet il a un usage simple et grand public, plus le prix du token, il reflète la valeur du projet. Après, je ne sais pas si vous avez déjà acheté des tokens de Layer 2 Ethereum, genre Polygon, qui ont des usages de fou. Le token, il ne reflète pas l'usage. Polygon, c'est déployé de partout, ils achètent tout, c'est la folie. Le token, il ne bouge pas, parce que c'est complexe de comprendre. Ils en ont donné beaucoup. Hein. Ils en ont donné beaucoup à beaucoup de gens. Donc, vu l'usage qu'il y a de Polygon et la qualité, ils rachètent tous les trucs, ça devrait être un peu plus élevé, selon moi, comparativement à d'autres projets qui ont pris, qui étaient plus facilement intelligibles. Ça, c'est complexe de comprendre à quoi sert Polygon, les layers tout ça. Donc eux, ils n'ont pas encore pris quoi. Là où je vais me reposer sur la jeunesse, c'est que nous, malheureusement, on est un peu pollué par des modèles TradFi, et il y a une vraie science de l'analyse des tokens à développer, des vrais standards. Nous, on avait des bouquins de finance comme le Verniman, des trucs comme ça. On ne sait plus trop à quoi ça sert maintenant avec les valos, mais voilà, je pense qu'il y a une vraie discipline à mettre là-dedans. Et moi, j'encourage, il y a des associations comme Cryptosphère qui font ce travail, qui sont assez bluffants, d'alimenter cette réflexion pour que l'industrie arrive à se mettre d'accord sur des standards, justement, de valorisation de ces tokens pour pouvoir vraiment valoriser les bons projets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile. Il y a de tout aujourd'hui, en fait. Ouais, et puis au-delà de ça, sur les critères d'investissement, effectivement, je trouve que c'est même intéressant, en fait, même si on investit en equity, en fait, d'étudier les tokenomics, même si on n'a pas forcément, nous typiquement pour l'instant on n'investit pas encore, on n'achète pas encore des tokens, mais juste pour par intérêt et par familiarisation aussi avec comment marche cette nouvelle économie. Et pour revenir aussi sur la complémentarité, c'est pas la même chose d'avoir un actionnaire au board qui va suivre le projet et qui va apporter de la valeur en tant qu'ancien entrepreneur ou sparring partner, qu'un fan ou un ambassadeur qui a acheté un utility token pour avoir en avant-première accès à un service, un privilège. Donc vous vous adressez pas du tout à la même typologie aussi d'investisseurs. Donc je trouve que le fait que les moyens aussi soient différents peuvent permettre d'aller chercher différents types de populations et donc d'ouvrir en fait le scope et d'être complémentaire, quoi. Et pour rajouter quelque chose, il faut être aussi pragmatique en termes d'investisseurs equity. Quand on investit dans une société qui va faire après une ICO ou peu importe, en général, la société va conserver une certaine partie de l'émission de ces tokens-là. Donc c'est un peu de la trésorerie de l'actif numérique. Et cette trésorerie, si le projet a du succès, sera bénéfique pour l'investisseur en equity, parce que voilà, ça fait un actif finalement dans la société, un actif numérique. Je confirme, nous on est en train de construire notre tokenomics. Et on construit une tokenomics qui respecte la cap table, les actionnaires historiques. On est en train de construire tout ça pour que ce soit strictement respecté. Quand on a annoncé le projet, ils ont tous été plutôt partants, mais il y en a quand même un qui a dit « Ok, mais la valeur, elle va se casser dans le token ». On lui a dit « Bah non, ça crée plus de valeur, on te le démontre comme ça. » On est en train de créer les flux pour montrer qu'on crée de la valeur pour les deux. Ouais, clairement, je pense qu'il y a de la réticence côté VC et LPs sur ça. C'est clair. En fait, pour des néophytes, on sait pas trop où va la valeur, en fait. Et comme on distingue les deux modèles, c'est un peu comme si on créait un peu une barrière en se disant il y en a un des groupes qui va détenir plus de valeur de l'autre. Et quand en plus on n'est pas familier avec les méthodes d'assessment des économics dans le token, les tokenomics, ça crée un peu un flou et une inquiétude, une défiance.
Et puis il y a tous les fonds et les VC classiques qui avaient mis dans Anchor Protocol et Luna, et du coup là ils ont quand même, là on va avoir des pertes assez sèches, et donc je pense que dans les boards, ça va les calmer un petit peu, investir en token, parce que c'était censé être un stablecoin qui n'était pas stable du tout, et bon, voilà. Ça n'a pas aidé quoi. Effectivement, écoutez, on me fait signe on approche dangereusement de la fin, malheureusement. Donc, écoutez, je pense que en conclusion, on peut dire qu'on a quand même effectivement une certaine complémentarité entre ces deux approches d'equity, de lever en equity et de lever avec des gros guillemets en token. Mais la petite nuance, c'est qu'il y a encore énormément d'efforts de pédagogie à faire, de clarté sur le schéma des flux, la prise de valeur. Et en fait, je pense que le schéma reste le même et le but reste le même, c'est en fait de rassurer l'investisseur sur le projet dans lequel il investit, que ce soit un projet en full equity ou un projet en token. Voilà, merci beaucoup à tous et puis bonne soirée. Merci. Merci. Merci à tous.